Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs du public, bonsoir, bienvenue à ce conseil municipal du 29 septembre d'Épinay-sur-Orge, 29 septembre 2020. La convocation à ce conseil municipal a été adressée aux élus et affichée le 21 septembre. Et je commence, je suis déjà essoufflée, je commence par l'appel. Alors, Olivier Marchot. Présent. Laurence Castin. Présente. Olivier Gallet. Non, Vincent. Vincent Gallet, pardon. Présent. Ça, je crois qu'on va y avoir droit à chaque fois. Annick Richard, représentée par moi-même. Pouvoir donner dans les délais. Brice Welter. Présent. Christiane Martin. Présent. Franck Barrière. Présent. Sylvie Panzani. Présent. Nathan Fabreau. Présent. Serge Duchesne. Présent. Anne Chabria. Présent. Christian Marais. Hélène Lequeux. Marie-Laure Luthier, excusée, pouvoir donner à Madame Panzani. Jean-Marie Schiltz. Présent. Christophe Randouin. Bon, il va peut-être pas tarder à arriver. Christelle Bourdou. Absente. Olivier Gallet. Présent. Séverine Lepoulain. Ghislain Didry. Sandrine Pouvier, excusez, pouvoir à Monsieur Marchot. Thomas Turquie. Présent. Gilles Dugast. Présent. Pauline de Sailly. Présent. Sophie Gaudry. Présent. Omar Haddad. Présent. Didier Chinardet. Présent. Ghislaine Badouix-Vergne. Pascal Legouge. Présent. Mélanie Dorlancourt, pouvoir à Monsieur Blotière. Monsieur Blotière. Présent. Madame Berras. Présent. Merci. Alors, on commence ce conseil municipal par désigner le secrétaire de séance et je désigne Olivier Marchot.
Voilà. Quelques informations avant de commencer l'ordre du jour. Je tiens à porter à votre connaissance la démission de Mme Véronique François et de Mme Corinne Grison, qui nous ont adressé leur démission par courrier. Et du coup, nous accueillons 2 nouveaux conseillers municipaux, M. Pascal Legouge et Mme Mélanie Dorlancourt. Bienvenue à eux. Bravo. Autre information, M. Fabien Laville, le DGS, qui était employé jusqu'à présent par la commune d'Épinay-sur-Orge, mute à la mairie de Nozay à compter d'après-demain. On lui souhaite une bonne route avec son nouveau maire, Didier Perrier. Ensuite, 2 informations qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Pardon. Attendez, je cherche comment vous donner la parole. C'est où? Là? Sur le bouton. Allez-y. Bouton rouge. Quelques petits mots amicaux à l'attention de M. Laville, qui a été directeur général des services de Mme François et qui a assumé des fonctions qui sont difficiles, des fonctions de DGS. Je salue l'arrivée de Madame. Excusez-moi, je vais choper sur votre nom. Bon courage dans ces nouvelles fonctions. C'est une fonction difficile, donc un petit salut amical à M. Laville et qui a assumé ses fonctions pendant la période de confinement qui ne devait pas être très très facile pour tous les directeurs généraux des services et les agents publics. Voilà, juste un petit salut amical. Donc, arrivée de Ghislain... On m'entend ou pas, là? Non. Quel autre? Celui-là? Voilà, c'est bon, là? Donc, arrivée de Ghislain Didry. Bonsoir, Ghislain. Présent. Pas de souci. Alors, les autres informations, 2 autres informations. Avant que je remercie, effectivement, je suis partie un peu à fond. Je remercie la direction générale et l'ensemble des services qui ont fait en sorte que ce conseil municipal se déroule dans de bonnes conditions. Merci. Alors, une information concernant la médiathèque et la crèche, le projet de crèche dans le projet de médiathèque qui est en cours de construction. Donc, vous avez reçu l'écho municipal et j'ai expliqué... Il est en cours de distribution. Ah, il est en cours de distribution. Dans cet écho municipal, j'explique pourquoi le projet de crèche qui se trouve en rez-de-jardin sous la médiathèque va être déplacé. Il s'agit, alors bon, tout est expliqué dans l'écho municipal. Il s'agit en particulier de raisons de sécurité et de raisons techniques. Et dernière information avant qu'on passe à l'ordre du jour du conseil municipal, nous avons récupéré hier... Alors, arrivée de Christophe Randouin. Bonsoir Christophe, qui est présent. Et voilà. Information concernant l'audit financier. Donc, on a eu une présentation hier, enfin les élus, l'ensemble du conseil municipal a eu une présentation hier de l'audit financier qui avait été confié au service conseil en finance du Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne. Et les résultats complets, enfin disons le détail des conclusions feront l'objet d'un article dans le prochain écho municipal. Et les nouvelles sont bonnes, les finances de la commune sont plutôt saines. Voilà, on va passer ensuite à l'approbation des 2 comptes rendus des précédents conseils municipaux. Oui, attendez, c'est comme ça. Attends, tu le laisses appuyer. Voilà. Maintenant, tu peux le faire. Appuie sur le... Voilà. C'est bon? Oui, merci. Oui, juste à propos de ce que vous avez appelé l'audit, à tort, puisque je voudrais souligner simplement que l'organisme que vous aviez missionné pour réaliser ce travail, il n'est pas dans sa compétence de réaliser ce type d'audit. Ils font plein de choses pour les communes, mais pas ça. Donc, s'il vous plaît, il faudrait intituler ce document autrement que audit, car on n'a pas la possibilité d'utiliser ce terme pour ce travail qui a été fait. Si vous voulez réaliser un audit, eh bien, à ce moment-là, il faudra que vous alliez chercher un organisme compétent. Merci.
Donc on passe au compte-rendu de la séance du 4 juillet, le compte-rendu du conseil municipal du 4 juillet. Il manquait à ce compte-rendu l'intervention de M. Blotière, qui a été ajoutée au compte-rendu. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. À l'unanimité. On passe au compte-rendu du conseil municipal de la séance du 13 juillet. Est-ce qu'il y a des remarques? Madame Badouix-Vergne. Oui, en ce qui concerne le point sur la prime Covid, vous nous aviez indiqué que ça concernait entre 60 et 80 personnes. Et vous nous aviez dit que par la suite, éventuellement, vous nous communiqueriez pour la transparence davantage d'éléments. Donc, est-ce que vous pourriez, bon, peut-être pas ce soir, mais ultérieurement, nous dire combien ça a touché de personnes, etc. C'est noté, merci. Donc ce compte-rendu, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Ensuite, on passe au point numéro 1. Il s'agit de modifier une délibération qui a été prise au précédent conseil municipal du 13 juillet, la délégation au maire en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et suite à une remarque écrite de la sous-préfecture, il s'agit de procéder à la modification de ce point numéro 3 en donnant un montant annuel en euros pour procéder dans la limite des montants inscrits au budget à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au Code général des collectivités territoriales sous réserve des dispositions du C du même article. Bon, je vous fais grâce de la fin de l'article. Bref, il s'agit d'indiquer un montant en euros pour procéder aux emprunts. Donc, nous avons décidé de porter ce montant d'emprunt à 1 million d'euros, qui est un montant moyen d'emprunts qui ont été contractés jusqu'à présent par la commune. Voilà. Des questions, des remarques? Monsieur Blotière. Non, laisse-le d'abord. Appuie maintenant. Je comprends rien. Merci. On maintient notre position du 13 juillet. On ne va pas de nouveau discuter plus sur ce sujet. On vote contre. On était plus pour un plafond à 500 000 euros. Voilà. Je ne touche plus. C'est noté. Merci. D'autres remarques? Je mets aux voix. Qui vote contre? 6 contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. On passe à la délibération numéro 2 relative à la désignation des commissaires de la commission communale des impôts directs. Et je donne la parole à Laurence Castin. Donc, la commission communale des impôts directs, c'est une commission que nous devons constituer chaque année en début de mandat à la demande des services fiscaux. Il faut donc, il a fallu constituer une liste de 32 personnes payant des impôts locaux à Épinay-sur-Orge, 16 en titulaire et 16 en suppléant. Les services fiscaux, ensuite, n'en retenant que 8 de chaque. Ils font une petite enquête. Il faut être bon contribuable pour pouvoir faire passer partie de cette équipe. Donc, la liste a été constituée. Donc là, elle vous est présentée. Donc, c'est la liste que nous proposons
aux services fiscaux et ensuite, début octobre, les services fiscaux nous transmettront les noms définitivement choisis par eux, qui siégeront sur toute la mandature. Voilà. Je ne vous lis pas les noms, il n'y a pas besoin. Donc, je serai la présidente de cette commission. Voilà, donc je soumets cette délibération au vote. Oui, Monsieur Blotière. Appuyez sur le bouton. D'abord, Juste une petite question, Madame la future présidente de la commission. Je suppose que on n'a pas effectivement à se mêler du patrimoine fiscal de nos concitoyens, mais je suppose que c'est une résidence secondaire, la personne qui a son domicile dans le 24, en Dordogne. Oui. C'est une simple question. donc, les services fiscaux nous ont imposent qu'il y ait un commissaire titulaire et un commissaire suppléant qui payent des impôts locaux sur la commune en n'étant pas domiciliés sur la commune. Ah, d'accord. Donc, de chaque côté, il y a... ça a un petit peu corsé davantage la sélection des membres. En effet, oui. De trouver des résidences secondaires à Épinay, il n'y en a pas énormément. Oui, bon, merci. Jean-Marie veut prendre la parole. À ce titre, la ville est très très mal orthographiée. Saint-Jory-Lesbou, ça s'écrit pas. Ah bah c'est ce qu'elle m'a dicté. C'est tout, c'est pour entre parenthèses. Bon, d'accord. C'était ce qu'elle m'avait dicté, mais bon, je ne l'ai pas. Ok. D'autres remarques? Des observations? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Alors, délibération numéro 3, relative à la mise en place des crédits de formation pour les élus. Il est obligatoire en début de mandat de prévoir un budget qui est plafonné à 2% ou qui ne peut pas être inférieur à 2% du montant total des indemnités des élus pour permettre aux élus, donc l'ensemble du conseil municipal, de se former. Pour l'année 2020, les crédits ouverts s'élèvent à 4 000 €. Et donc, je vous propose de délibérer pour acter cette mise en place de crédits de formation. Est-ce que quelqu'un a des observations, des remarques? Monsieur Blotière. Attends, d'abord, il faut appuyer. Je comprends rien. Voilà, quand il a appuyé, après... Je crois que c'est bon. Juste une remarque. Alors, on souscrit pleinement à cette délibération. C'est évidemment une excellente mesure. Ce n'est pas superflu. Je ne sous-estime pas la technicité de mes collègues au conseil municipal, mais la mienne, je la sous-estime peut-être. Ça serait une bonne chose d'aller en formation, vu la technicité des dossiers. J'ai une autre remarque, puisqu'on est dans l'aspect budgétaire et dans les dépenses relatives aux élus. Le 13 juillet, on a voté, sauf erreur à part, une augmentation de l'indemnité des élus. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu délibérer sur une décision modificative du budget voté au mois de mars ou février dernier, puisque le plafond va augmenter, donc la somme, il faut, à mon avis, je pose la question de savoir si un rectificatif au budget voté au titre de cette année ne doit pas être voté dans la mesure où les indemnités octroyées aux élus ont augmenté suite à la décision du 13 juillet. Merci Cécile. Donc le budget qui a été voté en début d'année est suffisant pour couvrir cette somme. Donc il n'y a pas besoin de prendre de délibération modificative. Pour ça en tout cas. Très bien. Pas d'autres remarques, d'observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Okay. Merci. Unanimité. La délibération suivante concerne la désignation des délégués
au conseil d'école et au conseil d'administration du collège André Mauroy. Et je donne la parole à Franck Barrière. Merci Muriel. Donc effectivement, je vous propose de délibérer sur la désignation des délégués au conseil d'école et au conseil d'administration du collège André Mauroy. Pour les délégués au conseil d'école, 2 élus doivent être désignés, le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil. Donc en tant que représentant, je propose que donc le maire adjoint à la vie scolaire, périscolaire et aux politiques jeunesse, donc Franck Barrière, c'est-à-dire moi-même, puisse participer effectivement à ces conseils d'école et désigner également Christophe Randouin, qui est conseiller délégué à la petite enfance et l'enfance. Concernant le conseil d'administration du collège, donc il s'agit de nommer un représentant de la commune, donc de la commune siège de l'établissement. L'idée étant de nommer en tant que titulaire Christophe Randouin et en tant que suppléant Franck Barrière. Voilà, donc je vous propose de cette délibération, de voter cette délibération. Merci. Merci. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. À l'unanimité, merci. On passe au point numéro 5. Il s'agit de désigner un délégué de la commune au Comité national d'action sociale, le CNAS, qui est en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, l'équivalent du comité d'entreprise pour les fonctionnaires. Il faut désigner un délégué représentant la collectivité auprès de cet organisme. Sa mission consiste à donner un avis sur les orientations, à émettre des vœux sur l'amélioration des prestations offertes par le CNAS, de procéder à l'élection des membres du bureau départemental et des membres du conseil d'administration. Alors, il faut désigner un élu et un délégué. J'ai décidé de me présenter moi-même et de désigner comme déléguée Sophie Vaz, qui est la gestionnaire ressources humaines employée par la commune d'Épinay-sur-Orge. Des questions, des remarques ? Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Ensuite, on passe au point numéro 6 qui concerne la désignation des conseillers municipaux délégués au comité de la Caisse des écoles. Et je donne la parole à Franck Barrière. Donc effectivement, concernant ce point numéro 6, nous proposons donc comme conseillers municipaux siégeant au comité de la Caisse des écoles Jean-Marie Schiltz et Olivier Gallet. Donc je vous propose de soumettre au vote cette délibération. Merci. Des observations ? Aucune. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. À l'unanimité, merci. Ensuite, on passe au point numéro 7 qui concerne une convention entre les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois et d'Épinay-sur-Orge pour la prise en charge des frais de restauration scolaire pour une élève d'Épinay qui est scolarisée en unité localisée pour l'insertion scolaire, les classes Ulysse. Donc elle habite Épinay et elle est scolarisée à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et c'est Franck Barrière qui présente cette délibération. Donc pour vous apporter quelques précisions, donc le projet de convention fixe, donc le présent projet de délibération a pour objet de permettre la signature d'une convention entre les 2 communes d'Épinay et de Sainte-Geneviève pour le règlement des frais de restauration scolaire d'une élève effectivement scolarisée en classe Ulysse dans une école élémentaire de Sainte-Geneviève-des-Bois et domiciliée en famille d'accueil à Épinay-sur-Orge. Donc le projet de convention fixe également les modalités de remboursement des frais de restauration scolaire entre les communes. La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois facturera à la ville d'Épinay-sur-Orge selon le tarif extérieur.
les prestations dont bénéficiera l'élève d'Épinay-sur-Orge. La ville d'Épinay se chargera de se faire rembourser par la famille d'accueil et à ce titre lui refacturera les prestations en appliquant le quotient familial pratiqué pour les élèves d'Épinay-sur-Orge. Le différentiel entre le montant facturé par la ville de Sainte-Geneviève et le montant pris en charge par la famille restera en charge de la commune d'Épinay-sur-Orge. Je vous propose donc de voter cette délibération. Merci Franck. Est-ce que quelqu'un a des remarques, des observations à formuler? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Unanimité. Alors, délibération numéro 8, l'attribution des subventions communales allouées aux associations pour l'année 2020. Donc, comme chaque année, les associations d'Épinay-sur-Orge qui ont formulé, les associations d'Épinay obtiennent pour la plupart une subvention communale dont le montant pour l'année 2020 est fixé à plus 1,2%. Donc il s'agit des associations culturelles, sportives, d'associations diverses et scolaires. Le montant global de cette enveloppe budgétaire s'élève à 62 239 €. La Caisse des écoles ne figure pas dans ce tableau et dans cette délibération parce qu'elle a déjà reçu sa subvention au conseil municipal de février 2020. Les subventions sont attribuées sur la base des renseignements fournis par les associations. C'est ce que je cherchais au début de mon explication. C'est pour ça que j'ai bafouillé. Prie de m'excuser. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Oui, il y a des remarques. Il faut que tu précises que les gens qui sont au bureau d'association ne doivent pas prendre part au vote. Donc les présidents d'associations qui siègent ici n'ont pas le droit de prendre part au vote. Merci Vincent. Oui, Madame Badwix-Vergne. Alors, merci. À cette délibération, donc 3 petites remarques. La première, c'est qu'on aurait souhaité que les deux ou trois associations qui ne figurent pas dans le compte-rendu, à savoir des associations historiques comme les Mouettes et comme ADOC, est-ce qu'ils n'ont pas demandé de subvention? Est-ce que finalement, ils n'existent plus? Ça, on aurait voulu savoir ça. Deuxièmement, on aurait voulu une petite phrase concernant le comité des fêtes, ou une petite explication. Et troisièmement, alors là où, pour avoir longtemps été donc en collaboration avec la vie associative sur cette délibération des subventions aux associations, j'aimerais savoir comment a été calculé le montant de Saint-Vincent-de-Paul, en sachant que c'est la première année qu'ils demandent. Donc quand ils demandent pour la première fois, là vous leur avez accordé 370 €. La MAP ici présent peut savoir que quand lui qui a démarré il y a 2 ans, il a 207 €. Donc comment pour la première année vous avez pu donner 370 € à Saint-Vincent-de-Paul? Merci. Je donne la parole à Nathan Fabreau. Pour répondre à vos questions, alors d'abord concernant ADOC et les Mouettes, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait de demande de subvention pour cette année. Concernant le comité des fêtes, nous avons préalablement rencontré le comité des fêtes pour discuter avec eux de cette subvention. Nous avions un désaccord concernant les statuts qu'ils avaient jusqu'alors. Il a été décidé de mettre à jour ces statuts qui étaient, selon nous, auparavant trop fermés. Et donc voilà, on va voir comment les choses vont évoluer du côté du comité des fêtes pour voir comment nous pourrons travailler avec eux par la suite. Et concernant Saint-Vincent-de-Paul, je crois, on a calé. Ils ont fait une demande de subvention comme les autres, et on a attribué cette subvention sur la base de ce qu'on donne à l'Étoile. Voilà. Ouais. Ce n'est pas du tout le même cas, parce que l'Étoile existe depuis X années. Saint-Vincent-de-Paul existe aussi. On ne met pas en cause la solidarité de Saint-Vincent-de-Paul. Mais le calcul, là, il n'est pas du tout... c'est pas du tout en adéquation avec les autres associations. Pourquoi donner à l'Étoile et pas à Saint-Vincent-de-Paul? Voilà. Non, la question n'est pas là. La question n'est pas quant à donner ou pas donner. La question est sur le montant attribué. Donc, pour ce faire, nous nous abstiendrons. D'accord. Merci à tous les deux. D'autres remarques, d'autres observations? Alors on met aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient?
président je de pense la MAP, que Olivier Pascal Marchaud. ne vote pas. Quels sont les présidents qui ne prennent pas part au vote? Alors, C'est NPPV pour Alors, on recommence. Quels sont les dirigeants? Quels sont les présidents d'associations C'est les- qui ne peuvent pas prendre part au vote? Olivier Marchaud, Et Pascal Legouge. association de la MAP. Monsieur Legouge, association Décibel Animation. Oui, l'année prochaine, tu pourras voter. Je pourrais voter l'année prochaine. J'ai oublié personne. Mishka? Oui. Anne Chabria, Ars Cantoria. Chabria. C-H-A-B-R-I. Ars Cantoria. Et l'association, c'est Ars, A-R-S, plus loin Cantoria, C-A-N-T-O-R-I-A. Donc du coup, ça fait, on recommence, ça faisait 6 oppositions, plus 3... Que 5. Ah oui, 5. Pascal ne Alors, vote pas. 5 oppositions. Abstention. 5 abstentions dans l'opposition. Hop, allez, 5 abstentions, on va y arriver. 3 qui ne prennent pas part au vote. Et le reste, pour. Oui. Pour. Tout le monde? C'est OK? C'est bon? Merci. NPPV. Alors, on passe au point numéro 9, concernant l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021. Je donne la parole à Laurence Castin. Donc c'est une délibération, un célèbre marronnier, que vous apprendrez à connaître comme nous l'avons fait, donc qui concerne l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la demande d'un certain nombre d'entreprises qui sont pour la plupart situées dans le centre commercial des Rossets. Le syndicat des copropriétaires paye déjà paye déjà ailleurs un prestataire pour l'enlèvement des ordures ménagères, donc c'est normal qu'il ne paye pas en double. De plus, le centre hospitalier spécialisé de Perret-Vaucluse, lui aussi, collecte ses déchets par un autre biais. Donc, toutes ces entreprises-là demandent l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est une délibération qu'on doit adopter avant le 15 octobre pour qu'elle s'applique au 1er janvier 2021. Voilà, je vous demande de participer à ce vote. Merci Laurence. Des remarques, des observations? Alors je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Le point numéro 10 concerne l'imputation en section d'investissement des dépenses liées à l'achat de colonnes de gel hydroalcoolique. Laurence Castin, tu as la parole. Oui, merci. Donc, ce sont des dépenses qui ont été engagées, bien évidemment, à cause de la Covid-19. Les règles comptables voulaient que, comme la valeur unitaire est inférieure à 500 € hors taxe, ces achats en fonctionnement ont été mis dans la colonne du fonctionnement. Mais les articles L21, 22.21 et L32, 21-2 et L43, 21-2 permettent pour certains types de biens particuliers de les faire basculer dans les dépenses d'investissement au lieu des dépenses de fonctionnement. L'intérêt, c'est surtout de pouvoir récupérer la TVA au titre du FCTVA pour les dépenses d'investissement. Ça ne change rien, c'est pour ceux qui sont venus hier à la formation, c'est une opération d'ordre. On n'engage pas, on ne débite pas, mais on change de rubrique. Voilà. Voilà. Je vous demande de prendre part à ce vote. Merci Laurence. Qui a des observations? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci.
Alors, point numéro 11, je vais te laisser le micro, Laurence. Voilà, c'est gentil. Donc, la délibération concerne la représentation de la commune d'Épinay-sur-Orge à la CLECT, qui est la commission locale d'évaluation de transfert des charges au sein de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay. Donc, la communauté d'agglomération verse aux communes membres une attribution de compensation pour assurer la neutralité budgétaire du passage à la fiscalité unique et des transferts de compétences. Pour être clair, à chaque fois qu'il y a un transfert de compétences de la commune vers la collectivité locale, bien sûr, la dépense qu'on n'avait pas, elle doit être compensée de l'autre côté. Donc, cette commission est chargée d'évaluer tout ça, et donc la commune doit désigner 2 représentants, un conseiller municipal titulaire et un conseiller municipal suppléant. Les conseillers municipaux proposés sont, si je ne me trompe pas, Laurence Castin, titulaire, et Muriel Dorland, suppléant. Non, tu te trompes pas. C'est ça. Voilà, je vous demande de participer à ce vote. Merci Laurence. Des observations? Des remarques? Alors je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. On passe au point numéro 12 concernant une demande de subvention et je donne la parole à Brice Walter. Oui, donc nous avions, on a été sollicité par l'Agence nationale du sport concernant une subvention octroyée pour la pratique du sport pour tous. Donc notre choix pour cette subvention est compte tenu du délai accordé, c'est-à-dire qu'on avait à peine 3 semaines pour répondre. Notre choix s'est porté donc sur une demande pour la création d'un city stade, donc un équipement sportif avec des foot, basket. Donc cette délibération permettra à Madame le maire donc, de solliciter, d'approuver et d'autoriser la demande de subvention et donc ce projet de création. Voilà. Pour un montant, alors le montant estimé par qui est indiqué, c'est un montant évidemment prévisionnel de 84 000 € avec une subvention à hauteur de 50%. Basé sur 2 devis qui ont été faits. Merci. Des remarques, des questions? Oui, Monsieur Blotière. Alors, on a une position de principe. Et effectivement, comme on en a parlé en réunion de préparation, M. Walter nous avait bien expliqué, et nous sommes parfaitement d'accord, qu'il s'agit d'un équipement à l'attention des jeunes, et ça part, j'ai envie de dire, d'un bon sentiment. Alors, on aura une position de donner un avis positif à cette délibération aujourd'hui, d'autant plus que de manière pragmatique, il s'agit d'une délibération obligatoire pour obtenir une subvention, pour enclencher le projet. Ceci dit, qu'est-ce qu'on en pense ? On pense que c'est une fausse bonne idée. Nous, on va pas refaire la campagne électorale, on avait proposé de réhabiliter l'existant, c'est-à-dire l'existant qui est au Parc des Templiers, qui aura eu un avantage financier et un autre avantage de ne pas se poser la question de l'emplacement. Alors sur ce projet, pour lequel encore une fois on a un avis favorable, on sera triplement vigilant. D'une part, du point de vue budgétaire, on a peu ou prou un devis qui est autour de TTC autour de 100 000 € avec une subvention qui n'est pas a priori automatique. Pour avoir un peu, là je pose plus une question. Je crois que les city parks participent de la politique de la ville et sont souvent implantés ou du moins subventionnés quand on se trouve dans certaines villes. Et je ne suis pas sûr qu'Épinay-sur-Orge se trouve dans ces zones-là. Alors je crois qu'il y a un périmètre de 2 km ou de quelques kilomètres à partir de certains quartiers dits sensibles qui favorise une subvention. J'ai un ton affirmatif, mais c'est peut-être plus des questions. Donc là, je ne suis pas sûr que la subvention, vous l'aurez. Et dans ce cas-là, le coût pour la commune, il ne sera plus le coût présenté ce soir. Donc l'aspect budgétaire. Ensuite, la question de l'emplacement. En faisant un peu de benchmark en la matière, on s'aperçoit d'une chose, que effectivement c'est une bonne chose, mais les gens, généralement, là-dessus, c'est « moi je le veux bien, mais pas à côté de chez moi ».
parce que c'est des bruits de ballon, parce que moi je suis sportif, ça ne me pose pas de problème, mais c'est ça la réalité. C'est donc bruit de ballon, c'est ceci, c'est des gens qui vont venir l'occuper, etc. Bon, voilà. Donc, qui voudra du City Stade ou City Park, City Stade près de chez soi? Donc, je pense que sur l'emplacement, ça va être problématique. Et on suggère qu'il y ait une concertation. Et là, on rejoint une de vos propositions lors du programme, c'était la démocratie participative. Et bien là, c'est un bon projet pour solliciter les spinoliens sur des emplacements que vous aurez peut-être préalablement choisis et leur dire voilà, on compte faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? On a parlé en commission peut-être du Breuil. Moi, j'ai déjà eu des retours du président du tennis club d'Épinay. Il m'a dit que moi, j'en ai pas entendu parler. Alors, je pense que peut-être en la matière, encore une fois, pas mettre la charrue avant les bœufs, mais avoir vraiment une concertation avec les gens qui pourraient être concernés par ce projet. Voilà, donc une méthode, donc un aspect budgétaire, l'emplacement, une démocratie participative. Voilà, on sera vigilant sur ces aspects-là. Aujourd'hui, on vote pour, mais on restera vigilant tout au long du projet. Voilà, merci. Je vais répondre rapidement, puisque c'est... Alors, pardon. Au niveau de l'emplacement, je vous ai bien précisé lors de notre commission, entre guillemets, que l'emplacement n'était évidemment pas définitif, que ça ferait l'objet d'une concertation. Alors, pourquoi pas une concertation de l'ensemble des spinoliens. Il n'y a pas, pour connaître la ville, il n'y a pas énormément d'emplacements. Effectivement, les Templiers, c'est très concentré, tout est concentré aux Templiers, donc bon, pourquoi pas. Il n'y a pas d'emplacement définitif. Donc évidemment, ça fera l'objet d'une concertation. Et l'emplacement qui a été suggéré, et en tout cas pensé dans le cadre de la demande de subvention, était justement au niveau du stade du Breuil, éloigné des habitations, pour qu'il y ait le moins de nuisances possible et de la possibilité de pouvoir le fermer le soir pour que les sportifs ne puissent pas rester jusqu'à pas d'heure. Sur l'aspect coût, évidemment, si on n'a pas la subvention, on en discutera à ce moment-là, et peut-être que la réhabilitation du panier de basket aux Templiers sera peut-être plus judicieux, mais voilà. C'était plus pour bénéficier, voilà, de profiter de cette subvention qu'on a déposé le dossier. Et je tiens à préciser aussi, et je te donne la parole après, Franck, qu'on a eu 3 semaines pour monter ce dossier et que moi, je ne voulais pas laisser passer cette opportunité d'avoir un équipement financé. Effectivement, mais comme ça, c'est valable pour n'importe quelle subvention, on n'est jamais sûr d'obtenir quoi que ce soit. L'idée, c'était de monter un dossier qui était facile à implanter et facile à budgéter. Et on verra effectivement si c'est accepté ou pas. Il y avait aucun critère par rapport aux zones sensibles, en tout cas dans le dossier de subvention. Vas-y, tu appuies. Ah, pardon. Vas-y. Oui, non, je disais, dans la demande de subvention, il n'y avait aucun critère lié aux zones sensibles. Voilà. Moi, je veux juste préciser que c'était un équipement qui était très attendu par les jeunes sur Épinay. Et pour avoir vu comment ces équipements pouvaient être utilisés dans les autres communes, le fait d'être sur un lieu qui peut être complètement fermé à partir d'une certaine heure, c'est quand même indispensable, je pense, pour la quiétude du voisinage. Et on connaît toutes les difficultés qu'on a sur les Templiers. Malgré la fermeture des Templiers, il y a des accès possibles qui se font par la butte, etc. Donc, c'est quand même à étudier l'emplacement. C'est effectivement, il faut trouver un emplacement stratégique, clos, et on n'en a pas forcément énormément sur Épinay. En tout cas, sachez que c'est vraiment un équipement très très attendu. Moi, les jeunes, quand j'ai l'occasion d'échanger avec eux, quel que soit d'ailleurs le lieu, hein, au Morgard, au centre-ville, etc., régulièrement, en fait, ils me reparlent d'un city stade, qu'ils sont obligés d'aller à Longjumeau pour qu'il n'y a pas grand-chose pour eux à Épinay. Donc, je pense qu'il faut l'entendre, et je suis plutôt... je trouve ça positif, en tout cas, que sur une telle motion, donc une telle délibération, il y ait un vote favorable de
faire à l'unanimité, quoi. Voilà. Merci. D'autres observations, d'autres remarques? Alors je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Unanimité, merci. Alors, la délibération suivante concerne l'adhésion à la SACPA, que je vais présenter à la place d'Annick Richard, qui est en réunion ailleurs et qui ne peut pas être là ce soir. Donc, la commune d'Épinay va adhérer à la SACPA, qui est le service pour l'assistance et le contrôle du peuplement animal. Il s'agit d'une délibération qu'on prend pour le traitement, qu'on espère exceptionnel évidemment, des animaux dangereux, blessés, morts, etc. Le montant est calculé le montant annuel est calculé sur le nombre d'habitants. Il s'élève à 8 215,80 € hors taxe. Mon souci est également de protéger les agents communaux qui actuellement se chargent de cette tâche et qui ne sont ni formés ni équipés pour. Voilà. Des questions, des remarques? Alors je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Pardon? Ah pardon, je ne t'ai pas vu. Une abstention. Une abstention. Merci. Marie-Laure, oui. Ok, c'est noté. Merci Sylvie. On continue, on passe au point numéro 14. La délibération concerne la prescription de la révision du PLU. Et je donne la parole à Olivier Marchot. Merci Muriel. Donc, je vais vous présenter donc, la note de présentation pour la révision du PLU. Juste replacer le contexte. Donc, il y a un déféré qui a été émis le mois de décembre 2019, donc un déféré préfectoral qui portait sur deux sujets. Donc, le premier sur quelques précisions ou imprécisions sur l'atteinte des objectifs en termes de logements sociaux et donc par rapport à la conformité de la loi SRU. Et le deuxième point sur une conformité aussi en termes de logements sociaux, plutôt par rapport au PLH. Le PLH étant une référence qui vient en gros qui vient de la comité d'agglo Paris-Saclay. Voilà, donc on a eu donc cette information à la prise de notre mandature. Donc assez rapidement, on s'est rapproché du sous-préfet pour savoir quelle était la position à adopter et vers quelle orientation on devait prendre. De façon assez claire. Il nous a donc fortement incité à lancer une révision de PLU. Donc voilà la substance en tout cas de la délibération d'aujourd'hui. Nous allons donc profiter aussi de cette délibération pour donc corriger ces erreurs qui ont été identifiées, pour aussi permettre d'apporter certains éclairages nouveaux sur ce PLU, notamment en termes de protection d'environnement, en termes de protection de l'habitat, toujours bien évidemment respectant les obligations qu'on a côté État. Alors, je ne vais pas forcément tous vous les détailler, parce qu'aujourd'hui, on a largement exprimé et décrit, en gros, la teneur de la révision du PLU dans les Échos notamment, et lors de votre réunion en commission, je sais que vous avez pu échanger aussi sur ce sujet-là. Donc voilà, donc je peux il y a peut-être quelques points qu'on peut mettre en évidence. Par rapport au PLU existant, il n'y a pas forcément des choses fondamentales qui vont être changées. Les OAP resteront globalement dans les mêmes secteurs, donc quartier-gare, quartier-centre-ville. On aura un certain nombre d'ajustements techniques qu'il faudra prendre en compte. De tête, par exemple, on a le fait que les compétences assainissement et eau pluviale sont depuis le 1er janvier 2020 au niveau de l'agglo. Donc il y a certains petits éléments qu'il faudra justement mettre en cohérence, en tout cas dans le PLU. Donc voilà, donc c'est un ensemble de petites évolutions, d'ajustements, d'orientations peut-être un peu nouvelles qu'on veut porter. Donc voilà, donc je ne vais pas forcément tous vous les détailler, parce que je pense que la note est assez longue, assez précise. Donc en tout cas, c'est cette révision que je soumets donc à vote aujourd'hui dans cette délibération. Merci Olivier. Des remarques, des questions? Monsieur Chinardet?
Merci, Madame le maire. C'est ni une question, c'est plus une remarque et un commentaire général. Je vous prie de m'excuser à l'avance, je vais être un peu long, mais le sujet en vaut largement cet objectif. Alors, au-delà donc de l'aspect purement administratif qui vient d'être souligné, de l'annulation des deux délibérations de juin et septembre 2019, je tiens à rappeler qu'il existait une différence d'appréciation, effectivement, entre monsieur le préfet et la majorité du conseil municipal de l'époque sur le rythme et le nombre de logements à construire à Épinay. Une réflexion avait été engagée entre le préfet et Madame le maire dans le but d'aboutir à une solution acceptable par les deux parties. Elle portait sur le nombre de logements à construire, sur sa répartition territoriale et sur la planification dans le temps. L'approche des élections municipales plus la Covid-19 n'ont pas permis d'avancer aussi vite que les partis le souhaitaient. Nous comptions bien reprendre les échanges avec la préfecture et ses services afin de trouver une solution qui s'inscrive dans le temps et qui permette de satisfaire les deux parties, tout en nous permettant de mettre en œuvre un projet équilibré entre volonté politique locale et objectifs fixés par les pouvoirs publics. Je me permets de rappeler que notre ambition pour Épinay-sur-Orge portait sur le respect des équilibres. Les futurs logements prévus dans le quartier de la Croix-Ronde répondaient pour partie aux exigences de l'État en matière de construction de logements, tout en préservant les 80% du territoire consacré à la maison individuelle, ce qui est aujourd'hui la réalité dans la plupart des quartiers de notre commune. La partie activité du quartier de la Croix-Ronde avait pour vocation d'accueillir une déchetterie moderne partagée par des communes voisines, un centre technique municipal unique adapté aux besoins de notre époque et facilitant l'accès de nos agents, permettant aussi de libérer différents espaces et bâtiments occupés dans la ville au bénéfice du logement et des services publics, et d'accueillir des activités axées à 100% sur l'écologie en collaboration avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Également permettre à notre centre-ville d'être un véritable cœur de ville par une requalification de l'espace public en favorisant la fréquentation de fonctions de proximité, commerce, espaces culturels, dont la médiathèque, et d'animation pour toutes les générations, tout en valorisant le patrimoine construit et en développant la création architecturale. À la croisée des voies de circulation RERC, tram 12, autoroute et nationale, faire du quartier des gares un espace de vie partagé entre activités tertiaires, pôle santé et logement. Madame le maire, dans votre projet de délibération, vous écrivez, et je vais vous lire, « Une préservation du cadre de vie équilibré tout en respectant les obligations fixées par les pouvoirs publics et par l'évolution démographique d'Épinay-sur-Orge. » Jusque-là, rien de nouveau par rapport au projet que nous portions. Là où cela commence à diverger, c'est lorsque vous affichez d'autres intentions sans en préciser les objectifs. Vous écrivez « Une réflexion sur le devenir du site de Perray-Vaucluse pour identifier les axes d'évolution du PLU ». Auriez-vous l'intention de construire sur ce site tout à fait particulier, dont l'objectif, pérennisé depuis des années par le conseil d'administration, est de préserver son objectif médical et paramédical? Vous écrivez « Le PLU révisé devra également apporter des réponses aux changements démographiques et sociologiques de la population », sans aucune précision sur vos réelles intentions. Vous écrivez « La révision définira plus en détail un cadre réglementaire pour répondre à des enjeux de préservation et de mise en qualité du tissu urbain », sans aucune précision sur vos réelles intentions.
Vous écrivez « Le PLU devra réaffirmer les ambitions d'un maintien d'un habitat existant propre, salubre et sécurisé, sans aucune précision sur vos réelles intentions. Vous écrivez « Le PLU permettra de recenser les éléments de paysage remarquables, faune, flore, pouvant aller à la mise en place d'une protection spécifique. » Là aussi, sans préciser vos réelles intentions. Vous écrivez encore « L'accès sera mis également sur la préservation de l'identité de la ville afin de garantir une meilleure qualité et une cohérence architecturale des futures constructions, sans aucune précision sur votre vision globale de l'aménagement du territoire de la commune. » Madame le maire, la délibération que vous souhaitez nous voir approuver est en fait un catalogue de généralités administratives qui n'apporte rien au débat et alors que nous devrions l'avoir autour de cette table. La réalité est que vous abdiquez devant Monsieur le Préfet au détriment du cadre de vie d'Épinay qui fait actuellement son charme et son attrait. De plus, votre proposition de modification va à l'encontre du programme que vous avez prôné pendant la campagne qui était préservation absolue de la ville. La réalité est que vous vous cachez derrière l'autorité du préfet et les objectifs dits d'État concernant la mixité sociale ainsi que l'évolution démocratique pour justifier votre volte-face. Le problème auquel vous devez proposer une réponse n'est pas la création de logements sociaux, mais comment les insérer dans le tissu urbain. Comme nous le savons, les droits à construire les plus permissifs se trouveront en centre-ville et de ce fait, celui-ci se verra complètement transformé, ainsi que vous le précisez dans la délibération, par les termes « redynamisé » et « renouvellement urbain du centre-ville ». La question qui se pose est celle de l'évolution de notre commune, tout en préservant ce qui fait aujourd'hui son charme et son attrait. Cette modification va donc voir l'apparition en centre-ville de nombreux immeubles collectifs, ce qui peut être potentiellement évité grâce au projet d'aménagement du quartier de la Croix-Ronde, ainsi que sur d'autres secteurs comme le quartier des Gares. La seule protection que votre projet de délibération met en évidence est la création d'une servitude concernant les espaces verts, recenser les éléments de paysage remarquables, faune et flore. Cette mesure permet de limiter les droits à construire, mais si notre centre-ville est défiguré, quel en est l'intérêt? Je rappelle que le PLU actuel protège déjà un grand nombre de pavillons. Il convient de souligner que dans votre programme, il était plus important de protéger un champ en bordure de ville plutôt que de protéger le centre-ville. À propos du centre-ville, la hauteur maximale prévue dans notre PLU est de 15 mètres. De quelle hauteur seront vos futurs immeubles? 18, 21 mètres, entraînant un surcroît important de résidents en centre-ville, donc une circulation plus importante et plus dense, donc la nécessité de plus de places de stationnement et, à terme, de plus d'équipements publics et de services. Sur quel terrain d'assiette tout cela? De plus, mettre en place un cadre réglementaire pour inciter à la rénovation du bâtiment existant n'est pas nécessaire car la loi le prévoit déjà. Vous écrivez que vous inciterez les propriétaires à le faire, mais vous ne parlez pas d'une aide que vous pourriez mettre en place à leur égard. Madame le maire, le document que vous nous soumettez à notre approbation n'est pas en cohérence avec ce que vous avez écrit et dit pendant la campagne électorale. Il en ressort un fort doute sur vos véritables intentions à propos de l'évolution que vous souhaitez donner à l'aménagement des territoires de notre commune. Pour ces raisons, nous voterons contre la délibération que vous nous soumettez. Par ailleurs, nous vous proposons de créer une commission spécifique en vue de la révision du plan local d'urbanisme que vous souhaitez mettre en œuvre, une commission spécifique qui serait composée de membres de la majorité et de l'opposition municipale, mais aussi complétée de personnalités compétentes sur le sujet. Je vous remercie.
Alors, je vais répondre brièvement. D'abord, cette délibération est un lancement de procédure. Ce n'est pas un PADD, on n'est pas dans la concertation, c'est juste un lancement de procédure. Deuxième chose, Monsieur Chinardet, je vous rappelle ce que c'est qu'un déféré préfectoral, c'est-à-dire que les délibérations qui ont été adoptées l'année dernière en conseil municipal ont fait l'objet d'un recours gracieux du préfet auquel la commune n'a pas, enfin l'ancienne équipe, la commune n'a pas répondu de manière satisfaisante à ses yeux. Et ensuite, le préfet, ne pouvant exercer son contrôle de légalité, a déféré au tribunal administratif. C'est-à-dire qu'il met dans les mains du juge administratif ce dossier, ne se considérant pas comme légitime à pouvoir statuer. Donc le déféré préfectoral date du 20 décembre. Le sous-préfet à l'époque avait donné 1 an à la commune pour se mettre en conformité. Alors évidemment, il y a eu le Covid et les élections, mais entre le 20 décembre et le premier tour des élections, il y a eu notamment un courrier de l'avocat de la commune qui disait, ce courrier de mémoire date de début janvier, qui s'adressait à la maire sortante, enfin à l'équipe municipale en place, et disait qu'il fallait très très vite prévenir tout le monde, en particulier l'équipe d'opposition, de cet état de fait, en raison de l'échéance électorale proche. Deuxième chose, il faut quand même savoir, vous dites que je me retranche derrière le préfet, mais il faut quand même savoir que le juge administratif ne se retranchera pas derrière l'avis d'un maire. Il n'en a rien à faire, le juge administratif du maire, il va se retrancher derrière l'avis du préfet. Donc si ce déféré préfectoral est jugé rapidement, qu'on n'a pas lancé la procédure de révision, ce qui va se produire, c'est que le préfet aura raison, et c'est lui qui prendra la main, et on n'aura plus de PLU du tout. Je vous le fais court, bon, j'essaye de faire un peu pédagogique pour ne pas rentrer trop dans les détails. Donc si vous voulez, voilà, je ne pensais pas être obligée de donner tout ce niveau d'explication en conseil municipal, mais bon, comme vous m'y poussez, je le fais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est acculé, on n'a pas le choix, vous comprenez ? Donc on prend ce soir cette délibération pour lancer la procédure. Après, on fera toutes les consultations qu'il faudra. On va reconsulter le préfet, le sous-préfet. Heureusement, on a changé de... Enfin, heureusement, je ne sais pas si c'est heureux ou pas, mais on a changé de sous-préfet qu'on a reçu, je ne sais plus, jeudi ou vendredi dernier. Voilà, on a quelqu'un qui pourrait avoir l'oreille nécessaire pour qu'effectivement, on puisse... mettre en œuvre, aussi bien répondre à une obligation légale, parce que qu'on le veuille ou non, on est obligé de répondre à cette obligation, et pour éviter également que ce soit le préfet qui ait la main sur les constructions. Et lui, il n'aura pas d'état d'âme, il construira là où il y aura de la place, que ça nous plaise ou non. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Alors, je mets cette... Oui, Monsieur Blottière ? Juste une petite remarque. Alors, je suis absolument pas un technicien en la matière, mais alors j'essaie de raisonner à chaque fois simplement. Et finalement, aujourd'hui, moi, je constate une chose, c'est qu'à Épinay, il faudra construire des logements. On s'est peut-être mal fait comprendre, nous, lors de la campagne électorale, mais ça, c'est une réalité. On est une ville située à 19-20 km de Paris, on va avoir 2 gares T12, une gare RER, j'ai l'impression que les autorités de l'État nous disent maintenant, il faut construire des logements. Et je crois que ça va être une discussion finalement intéressante, passionnante, au cours des mois et années à venir entre nous, savoir, puisqu'on est d'accord qu'il faut construire des logements, et beaucoup, puisque vous avez parlé des logements sociaux, mais les logements sociaux, c'est simplement une quote-part de 25 points sur 25% de logements. Mais il y a aussi un PLH qui nous oblige à construire quantitativement, je n'ai pas les montants de tête, mais c'est plusieurs centaines d'ici 2025, sauf erreur de ma part. Et donc ça, on est d'accord tous pour faire ce constat. Et la question, elle va être, c'est 725 logements, je crois, voilà ça. La question, elle est de savoir où on va les construire, ces logements. Est-ce qu'on les construit finalement, et là, je raisonne peut-être simplement, et on en reparlera dans les mois à venir, effectivement, dans le cadre des procédures prévues par le Code de l'urbanisme. On les construit comment ? On s'étend ? Oui, non ? On construit en hauteur ? On concentre ? Ça va être ça, en fait, le débat. Et je pense qu'on aura des discussions. Donc là, moi, je voulais simplement dire, on fait ce constat devant les spinoliens qui nous écoutent. À Épinay, dans les années à venir, il va falloir construire du logement. C'est l'État qui nous l'impose. Voilà. Je vous remercie pour votre remarque constructive. J'avoue que 700 logements, je n'ai pas de solution, j'en sais rien. L'idée, c'est de relancer
relancer... Attends, je termine. C'est de relancer la consultation ce soir pour se dépêcher de répondre à la demande du préfet qui avait juste ouvert une porte. Effectivement, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, en laissant la commune la durée d'1 an pour se mettre en conformité. On est au mois de septembre et effectivement, il faut délibérer avant le 20 décembre pour répondre au moins à minima à cette demande. Olivier, je te donne la parole. Et en termes de logement, le chiffre exact, c'est 422, qui sont en deux périodes triennales, donc et qui demandent donc 211 et en 2 fois. Mais donc le chiffre à atteindre, c'est 422, exactement. Voilà. Et c'est important de le préciser. Et juste autre précision sur, je rappelle juste à l'Assemblée qu'aujourd'hui, des propriétaires privés ont absolument le droit de vendre à des promoteurs privés. Ce sont des opérations de privés. Donc aujourd'hui, cette opération-là, la mairie ne peut que accompagner ces projets-là et les faire dans les règles de l'art en termes d'urbanisme. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas interdire des propriétaires privés de vendre à des promoteurs privés. Donc dès lors que le PLU, même celui actuel, autorise à faire des logements dans Épinay, vous avez très peu de moyens de les interdire, hormis préempter. Voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, la mairie n'a pas les moyens de préempter ces terrains. Donc aujourd'hui, naturellement, il y aura des immeubles dans le centre-ville, en tout cas dans toutes les parties OAP. À savoir aussi que la plupart des projets aujourd'hui qui sont dans les cartons, c'est des projets qui ont été initiés à partir de 2018-2019. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. Il y aura des permis de construire qui vont tomber, mais tous ces projets-là, la plus grande majorité des projets, ont tous été initiés avant notre arrivée. Merci Olivier. D'autres remarques ? Monsieur Blottière ? Je me permets une dernière remarque. Donc effectivement, pour l'aspect logement, et on comprend parfaitement, hein, il est évident que l'État n'a pas à prendre la main sur notre PLU, c'est pas souhaitable. Bon, il y a quand même la deuxième partie de votre délibération qui est en creux une ouverture du site de Perret-Vaucluse. Je suis quand même très perplexe, enfin on est perplexe. On est quand même sur une zone pour le coup... je ne sais pas si c'est le mot écologiquement responsable, avec une faune, une flore qui a été récemment ouverte à la promenade, qui est vraiment un superbe domaine, avec un monument historique du Second Empire. Là, j'ai l'impression qu'on va pas inverser les rôles, là, mais pendant la campagne, c'était pour et contre la ZAC. Là, est-ce qu'on va être pour et contre le bétonnage de Perret-Vaucluse ? Moi, je vois ça, là, je réagis plus en spinolien qui dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, donc... Très réservé sur cette délibération, et notamment le second point pour ce qui me concerne. Voilà. Donc, juste pour vous rassurer sur Perret-Vaucluse, justement, un PLU a aussi un intérêt protecteur. Et aujourd'hui, pour préserver Perret-Vaucluse justement de toute spéculation immobilière, on veut l'inscrire au PLU et justement le protéger dans les règles de l'art, justement pour éviter toute spéculation immobilière. Évidemment, il y a un patrimoine architectural indéniable, un patrimoine de faune indéniable. C'est du foncier d'Épinay. Donc clairement, on veut le protéger et en l'inscrivant au PLU, c'est aussi pour avoir un aspect protecteur de Perret-Vaucluse. Donc l'ambition, c'est de ne pas construire des immeubles justement sur cette partie-là. Maintenant, le sujet totalement ouvert sur Perret-Vaucluse, c'est 42 hectares. Et là, le débat. Et je tiens à préciser pour terminer que le foncier actuel de Perret-Vaucluse est certes sur la commune, mais ne nous appartient pas. Il est privé. Et qui dit privé, comme Olivier vient de le dire, le propriétaire actuel peut le vendre à n'importe quel promoteur. Donc j'insiste sur ce que vient de dire Olivier. L'idée, c'est pas de livrer Perret-Vaucluse au promoteur immobilier, c'est justement de le protéger. D'autres remarques, Monsieur Blottière ? C'est bon ? Bon. En termes de... Alors c'est très concret. En termes de calendrier, là donc on est sous le prisme, enfin on est en droit positif, c'est le PLU, le PLU actuel donc, de l'ancienne majorité. Cette procédure-là, parce que là on refait pas un PLU, on le modifie, c'est ça, on l'amende, ça nous va... C'est quoi, quel est l'objectif calendaire de... Voilà, pardon. Donc aujourd'hui, normalement, le cahier des charges pour avoir le bureau d'études qui va nous accompagner pour faire la révision va être lancé dans les prochains jours. Donc voilà, ça c'est le première étape important. La moyenne d'un PLU, une révision, c'est 18 mois. Voilà, je pense que le curseur est le bon curseur.
aller plus vite, ce serait étonnant, parce qu'il y a quand même des délais incompressibles. Hein. Dès lors que vous êtes dans l'enquête publique, vous avez des délais incompressibles. Voilà, donc on va essayer de tenir en tout cas les 18 mois. Ça nous paraît être une ambition juste et raisonnable. Merci. D'autres observations, d'autres remarques? Alors, je mets cette délibération. Attends. Vas-y, tu peux baisse ton micro. Oui. Comme la délibération est longue, je ne sais pas si on a passé les modalités de concertation, parce qu'il y en a de nombreuses qui sont prévues tout au fil de la procédure et par différents moyens. Donc naturellement, conformément à votre demande et conformément à la loi, tout simplement, il y aura beaucoup de moyens d'association dans le cadre de la remise à plat de ce PLU et par différents moyens, des réunions publiques. Enfin, il y aura une démarche participative et l'association d'habitants et d'acteurs de la ville. Merci. Oui, ça n'a peut-être pas été très clair dans mon propos. Effectivement, vous avez raison tout à fait de souligner ce point, mais avant de présenter des projets à la population, faut-il encore les avoir travaillés. Et pour les travailler, c'est le sens de notre proposition, c'est de créer une structure composée d'élus, bien entendu, mais pas que d'élus, avec des gens qui sont des professionnels, qui savent de quoi ils parlent et qui pourront donner des conseils. Je ne parle pas de votre conseil, le cabinet d'urbanisme qui travaillera sur le sujet, mais il y a bien d'autres personnes. Je pense à la problématique de la faune, de la flore, je pense à la problématique de l'organisation entre éléments bâtis, éléments non bâtis, enfin, etc. Il y a plein de choses qui sont importantes. Et je souligne un point encore plus important que tous les autres, sans doute, c'est qui est lié complètement à la période que nous avons vécue et que nous vivons encore, qu'on a appelée la Covid-19. Bon. Aujourd'hui, dans les milieux que je fréquente, qui sont les milieux de la conception, de la création, de l'organisation des espaces publics, privés, intérieurs, extérieurs, etc., grosso modo, le monde de la réflexion en matière d'espace, de lieux de vie pour les personnes, etc., beaucoup de questions sont posées sur la table. Il est vraisemblable que, et tout le monde l'a compris à travers la vie que les uns et les autres ont eue ces derniers mois, il est clair que nous devons fondamentalement revoir notre mode d'organisation de l'espace, tant extérieur qu'intérieur, que ce soit pour le logement, que ce soit pour les lieux de travail, etc., etc. Tout ça est à revoir. Et je pense qu'on aurait tout à gagner d'intégrer ce genre de réflexion dans la réflexion globale que vous initiez ce soir. Et c'était aussi le sens de la proposition que je faisais, c'était d'aller au-delà de la stricte nécessité connue et classique d'une révision de plan local d'urbanisme, c'est d'aller un peu plus loin et justement de proposer des choses nouvelles qui aujourd'hui n'existent pas et qui demain pourraient être un avantage par rapport aux problématiques socio-culturels et socio-médicaux qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Votre remarque est juste, mais comme vous le savez, puisque c'est vous qui avez conduit la dernière révision du PLU, il va y avoir une concertation et vous aurez tout le loisir de détailler, de détailler et de travailler, d'accompagner ce PLU sur ce point. D'autres remarques, d'autres questions ? Je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Alors, on passe au point suivant qui concerne un avenant, l'avenant numéro 1 au marché de travaux pour la construction de la médiathèque. Et je donne la parole à Brice Walter. Merci. Comme vous le savez, on a repris. Le chantier de la médiathèque a été
a été démarré donc en 2019. Nous sommes donc arrivés en juillet 2020. Le chantier est en cours et nous avons été, à notre arrivée, alertés par à la fois l'entreprise 3LM, qui est le titulaire du lot 1, Gros Œuvres, ainsi que l'architecte, concernant des fiches de travaux modificatifs qui avaient été émises et qui n'avaient pas fait l'objet de bons de commande, voire d'avenants. Donc nous avons choisi de régulariser cette situation concernant ces fiches de travaux modificatives. Alors pour la plupart des travaux, c'est des travaux qui sont déjà effectués, donc on se devait de les régulariser au plus vite. Que vous dire de plus sur cette délibération? Pas grand-chose. Donc il y a 4 devis que vous pourrez consulter donc en mairie, si vous le souhaitez. Oui. Alors, on a fait une lecture attentive, et en faisant une lecture attentive, on s'est rendu compte que dans le devis 2040 0/007, 8 942,37, vous reportez dans le tableau le montant, il y a une erreur, et quand vous additionnez le total du marché plus l'avenant numéro 1, on se rend compte que vous avez multiplié par 2 le montant de l'avenant 1. Donc, le total que vous avez effectué dans le hors-taxe et par conséquent dans le TTC n'est pas bon. On va regarder. Pour moi, l'erreur malheureusement, pour moi, l'erreur ne porte pas sur 2 fois le montant, mais c'est une erreur sur le montant du devis 11D. Justement. Non, il a été calculé. L'avenant numéro 1 a été reporté 2 fois. C'est-à-dire, si vous faites moins 645,07, plus 12 500, moins 8 009, plus 28 000, vous trouvez effectivement 31 312. Mais si ce 31 312, vous l'additionnez à 3 247 000, vous ne trouvez pas 3 310. Mais vous trouvez 31 312 mis 2 fois. D'accord. Et vous avez les 30 euros de différence. Sur le 8 972, c'est 8 942. Oui, la somme intègre le total. Bon. On refera les calculs et on mettra le bon montant. Merci de cette remarque. On mettra le bon montant dans la délibération. D'autres remarques, Monsieur Blottière? Alors, une remarque de principe et une remarque juridique. De principe, on est aujourd'hui un peu perplexe. C'était un projet qui avait été médiathèque et crèche, un espèce de doublon, là, un emplacement avec un vrai projet de centre-ville, qui était a priori, je vais pas dire a priori, qui était un beau projet, qui a été mené, qui a pris son temps. Et aujourd'hui, bon, on a la crèche donc qui va être retiré du projet, avec une réflexion peut-être aussi sur les besoins en la matière, hein, je crois, ce que vous nous avez dit, que je comprends. Ça nous rend un peu au moins dubitatif pour lui donner un avis positif à la délibération. Et j'ai une remarque juridique. Alors, effectivement, comme vous le dites, dans la mesure où les modifications ont une incidence inférieure à 15%, on n'a pas l'économie générale du marché n'est pas bouleversée, donc on ne ressaisit pas la commission d'appel d'offres. Mais alors c'est plus une question. Si on balance ça avec le grand principe du droit administratif, selon lequel le parallélisme des formes, je me suis demandé, Madame Donte pourra vous. Non, c'est pas à vous que je m'adresse à Madame le maire, hein, mais bon, si la modification du marché ne devait pas respecter ce principe de parallélisme des formes, c'est-à-dire ressaisir de nouveau la commission d'appel d'offres. Ceci dit, j'aurais un autre argument pour saisir la commission d'appel d'offres de cet avenant, qui est finalement une volonté d'être dans l'ère du temps de la démocratie participative. Et dès qu'on peut saisir une commission, eh bien on le fait. Et donc là, pour respecter un peu, pour avoir un esprit démocratique, pourquoi ne pas avoir saisi la CAE? Voilà, c'est juste une petite remarque juridique et de principe. Voilà. Je vous remercie pour cette intervention. Alors, 2 choses. Ce projet est un beau projet et reste un beau projet. C'est pas parce qu'il n'y a plus de crèche que ça devient un projet moche ou je sais pas quoi.
Deuxième chose, la commission d'appel d'offres est saisie lorsqu'on est en procédure formalisée. Donc pour les marchés de travaux, c'est au-dessus de 5 millions d'euros. Là, on est à 3 millions d'euros. C'est une procédure adaptée, il n'y a pas besoin de commission d'appel d'offres. D'autre part, la commission d'appel d'offres attribue les marchés suite à une procédure. Le parallélisme des formes, je vois ce que vous voulez dire, effectivement, pourquoi pas, mais ça n'intervient pas dans ce cas-là. Et pour revenir à la crèche, effectivement, le projet initial a fait l'objet d'un avis favorable des pompiers, mais pour un projet de médiathèque pouvant intégrer possiblement une crèche en rez-de-jardin. Pour que la crèche fasse l'objet d'un avis des pompiers, il faut ensuite déposer une autorisation de travaux. Et c'est ça qui, à mon sens, pose problème, c'est qu'on n'a pas la certitude à l'heure actuelle que l'autorisation de travaux déposée en l'état maintenant fasse l'objet d'un avis favorable. Je ne sais pas si je suis claire, mais en fait, à l'heure actuelle, l'avis des pompiers, c'est un avis global sur la globalité du projet, pas sur la crèche, qui est pas un établissement de 5e catégorie, qui est un lieu de sommeil devant accueillir des bébés. Donc, je peux vous assurer que les pompiers surveillent ce genre de projet très, très, très attentivement, et je ne veux pas prendre le risque que ce projet fasse l'objet d'un refus et qu'on se retrouve avec une crèche vide qu'on ne puisse pas exploiter. Donc, ce projet reste un beau projet. On fera quelque chose de beau et de bien dans ce rez-de-jardin. En plus, ça règle des tas de problèmes techniques de coactivité des entreprises, d'accès, etc. On gardera, on fera quelque chose de bien en dessous. Je n'ai aucune idée pour l'instant de quoi. On est en train de réfléchir. En tout cas, en l'état, il faut terminer ce projet, le faire aboutir. Et voilà quoi. Et puis payer l'entreprise et puis arriver à obtenir des entreprises qu'elles fassent le travail dans les meilleures conditions. D'autres remarques ? Concernant l'avenant ou la saisie de la commission d'appel d'offres, CFTM date de décembre. Voilà, donc il aurait fallu très clairement les valider bien avant. Donc là, on est un peu comme le PLU, on est un peu dans l'urgence, que les travaux avancent, on n'a pas envie de planter l'entreprise. Il y a d'autres entreprises derrière, parce que là, ce n'est que le lot 1 et on a les 3 autres lots derrière. Donc on se devait de réagir. Voilà. Mais c'est quelque chose, c'est pas une situation qu'on aurait dû trouver en l'état quand on est arrivé. Voilà, pour être clair. D'autres observations, des remarques ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Alors, 5 contre, 6. Enfin, je sais pas, je ne vais pas forcer la main à personne. Bon, alors, on va faire l'inverse. Qui s'abstient ? Alors, 0 abstention. Qui vote pour ? Alors, 33 moins 6. 27. Jusqu'à preuve du contraire. Alors 6 contre. 6 contre, 5 et une abstention ? 6 contre. 6 contre, d'accord, merci. Alors, 16e et dernier point de ce conseil municipal, la présentation du rapport d'activité 2019 du syndicat intercommunal de restauration Massy, Chy, Mazarin, Épinay-sur-Orge, que j'arrive jamais à prononcer, donc on va le laisser dans son... Voilà, merci Vincent. Je rappelle que ce syndicat est le syndicat de restauration qui fournit le repas pour la commune de Massy, de Chy et d'Épinay. S'agissant d'une présentation du rapport d'activité, il n'y a pas de vote et c'est une prise d'acte. Voilà. Le rapport d'activité complet est consultable auprès du secrétariat général en mairie ou transmissible au format PDF. Voilà. Donc on en a fini avec les points à l'ordre du jour du conseil municipal. Je vais donner la parole à monsieur Serge Duchesne, qui présente une motion proposée par la liste Imagine Épinay, qui est relative au devenir des hôpitaux de l'Essonne.
Alors. Avance le micro. Donc, motion proposée par la liste Imagine Épinay relative au devenir des hôpitaux de l'Essonne. Constatant que l'équipement en lit et réanimation très inférieur en France par rapport à l'Allemagne a été un événement important de graves difficultés pour porter secours aux personnes atteintes par le Covid, en particulier dans le Nord Essonne. Constatant que malgré la crise sanitaire qui a démontré la nécessité des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay, le projet de démantèlement de l'hôpital public de Juvisy-sur-Orge se poursuit par la fermeture du service de médecine interne, c'est-à-dire 50 lits, à partir du 26 septembre 2020, c'est-à-dire à partir de samedi dernier. Constatant que malgré la crise du Covid, durant laquelle les urgences et réanimations des 3 hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay ont eu d'importantes difficultés à faire face à l'afflux des malades, le projet de réduction de l'offre de soins hospitaliers par la suppression de 540 lits et 900 personnels se poursuit. Constatant que la poursuite de ce projet organise une répartition totalement inadéquate de l'offre de soins hospitaliers dans le Nord-Essonne par la suppression de l'offre de soins dans les hôpitaux de Juvisy et de Longjumeau, sans égard aux besoins en matière de santé de la population de notre bassin de vie qui compte 550 000 habitants et qui est en expansion de 10% par an. Le conseil municipal d'Épinay-sur-Orge, dans le droit fil des actions qu'il a menées depuis des années pour maintenir et développer l'hôpital de Juvisy, ce n'est pas exactement la vérité, puisque c'est plutôt l'opposition qui, pendant tout ce temps-là, a mené maintenir et développer l'hôpital de Juvisy, puisque la précédente mandature avait voté contre toutes les motions que nous avons déposées. Donc exprime son refus de voir fermer le service de médecine interne de l'hôpital de Juvisy, prévu le 26 septembre 2020, dénonce l'inadéquation de l'offre de santé publique hospitalière avec les besoins de la population de notre bassin de vie, demande à Monsieur le préfet de l'Essonne d'agir pour que l'ARS et le directeur du GHNE tirent les conséquences logiques de la crise du Covid et organise le maintien de l'activité des hôpitaux publics de Juvisy, Longjumeau et Orsay. 6 juin, la qualité des soins, c'est une plaquette qui est parue en janvier-février, voilà, éditée par le directeur du GHNE. Voilà. Je vous demande donc de bien vouloir voter cette motion. Merci Serge. Je mets au vote. Je ne mets pas au vote, pas tout de suite. Monsieur Blottière. Alors, je me permettrai quelques remarques. Cher monsieur, madame le maire, cette intention est louable, respectable et part d'un bon principe. Je l'entends, nous l'entendons. Par contre, en revanche, votre motion répond absolument pas du tout à l'objectif. Vous partez de la crise du Covid. C'est un fait. On l'a tous subi, on subit ça encore. On a nos masques là ce soir et il y a encore de nombreuses personnes hospitalisées. Mais quel a été le besoin en la matière? Ça a été un besoin de lits en urgence, en réanimation. Donc, plaider pour un maintien des hôpitaux, c'est une chose. Ça participe du service public hospitalier, mais le besoin en la matière pour répondre à la crise sanitaire qu'on a eue, c'était un besoin en matière de centres d'urgence modernes, réactifs et efficaces. Et non pas un maintien d'hôpitaux, par exemple, un service d'orthopédie, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu faire face à la crise du Covid. Donc l'intention est louable, l'intention est respectable, mais plaider pour un maintien des 3 hôpitaux en l'état, qui sont en plus, si on se fie à ce qu'on en dit, ce que les experts en ont dit, ça demanderait beaucoup de moyens, notamment pour l'hôpital de Longjumeau, pour le maintenir en l'état et le moderniser. Mais en l'occurrence, répondre à la crise du Covid, c'est surtout un besoin en lit de réanimation et de services d'urgence de qualité efficace.
Votre intention est bonne, mais votre motion ne répond pas, à notre sens, au défi de la crise sanitaire. On votera contre cette motion. Oui, Serge. Merci, oui. Oui, vous parlez effectivement de l'urgence. Ce que vous oubliez, simplement, vous n'avez pas dû lire complètement le rapport de monsieur le directeur qui entend supprimer les maternités. Vous me direz, ce n'est pas les urgences. Et en même temps, vous savez très bien que, enfin, vous devriez savoir que qui dit maternité dit bloc opératoire et effectivement un service d'urgence obligatoire parce que c'est pas possible autrement. Donc si on supprime les maternités, plus de bloc opératoire, plus de service d'urgence. Alors, dans cette magnifique brochure qu'il a fait, qui est une magnifique chose sur papier glacé, l'hôpital garde le nom d'hôpital, sauf qu'il est vidé de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il ne répond plus aux besoins. On va arriver même d'ailleurs à ce qui, selon ce plan, effectivement, que les lits seront occupés uniquement de jour et non pas de nuit. C'est-à-dire que je ne vois pas comment un hôpital peut répondre à un nom d'hôpital à partir du moment où effectivement ça ne correspond plus à la définition même. L'hôpital dont vous parlez, Saclay, sûrement un très bel hôpital. Moi, j'ai rien contre. J'ai rien contre sa construction. Au contraire, je trouve même que, vu les 10% d'augmentation de la population, ça va même être une nécessité. Mais ce n'est pas en supprimant les 3 autres qu'on va résoudre la question. Vous comprenez? Et déjà, on a supprimé aussi Juvisy, on a déjà supprimé les maternités, on a supprimé le service d'urgence, on a supprimé... Bon, on continue avec les lits, et il ne reste plus grand-chose à Juvisy. Voilà. On a dû, d'ailleurs, je vous rappelle qu'on a dû, lorsqu'il y a eu cette crise, on a, en catastrophe, effectivement, remis des lits. Je ne sais plus combien de lits on a remis, au moins une trentaine, parce qu'on ne pouvait plus fournir. Corbeil-Essonnes ne peut pas fournir, il est saturé. Voilà. Donc, Saclay n'est pas encore construit non plus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais ce n'est pas le sujet, en fait, finalement. Merci, Serge. Je donne la parole à Christian Maret. Ben, juste un complément là, par rapport à ce que vient de dire Serge. Il parlait d'inadéquation justement entre l'offre et la demande des patients finalement. C'est d'autant plus vrai. C'est d'autant plus vrai que le centre hospitalier qui va être construit donc dans Perret-Vaucluse pour Sainte-Geneviève-des-Bois, pour l'instant, rien n'est fait. Il est vrai que il y a eu l'acte notarié, le terrain, c'est fait, mais il n'y a rien de construit et c'est pas encore, ce centre n'est pas encore en activité. D'où l'intérêt de conserver donc les services de Juvisy, au moins dans le cadre du Covid. Merci. Alors, Christiane. Bon, je pense que l'hôpital de Longjumeau était un magnifique outil. Et on l'a déshabillé petit à petit en laissant partir des médecins compétents. Et effectivement, il y a 2 façons de voir la médecine. Uniquement des grands centres hospitaliers avec des plateaux techniques extraordinaires, mais aussi une autre façon de voir, garder quand même un certain nombre d'hôpitaux de proximité. Je ne sais pas, l'hôpital de Longjumeau, on peut très bien le réhabiliter. Je ne sais pas si vous connaissez un certain nombre d'hôpitaux parisiens très, très vieux et qu'on a réussi à réhabiliter. On arrive à faire de très belles choses. Et moi, je suis pour garder des hôpitaux de moyenne envergure à proximité, enfin avoir l'activité qu'il y a dans cet hôpital et le service rendu aux habitants par rapport à l'éloignement que représente quand même Saclay. Enfin, c'est vraiment du gâchis. Enfin, voilà, mais il y a 2 conceptions. Hein. Mais on peut garder un plateau technique extraordinaire d'un côté et puis garder quand même de très bons services
relativement plus proche. Enfin, c'est deux conceptions. Merci Christiane. D'autres observations, d'autres remarques? Je mets aux voix. Qui est contre? Donc 6 contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. On passe aux questions de la liste Union municipale. Monsieur Blottière, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît, la question numéro 1? Alors, merci Madame le maire. Question numéro 1. Alors là, on revient sur finalement les questions liées à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire. Et j'ai envie de dire, c'est le cœur du cœur du mandat, et ça a été un enjeu de campagne électorale. Alors Madame le maire, donc au cours de cette campagne, vous êtes engagée à plusieurs reprises à arrêter, j'insiste, l'aménagement du quartier de la Croix-Ronde. Aujourd'hui, prenez-vous expressément cet engagement devant le conseil municipal? Si oui, ce que nous ne doutons pas, avez-vous contacté l'aménageur et les préfets pour leur signifier votre décision? Quelles sont les modalités de sortie du projet? Disposez-vous aujourd'hui d'un calendrier précis? Il s'agit d'un sujet qui engage l'avenir d'Épinay-sur-Orge et nous pensons qu'il est normal que nos concitoyens soient régulièrement informés en la matière. Merci. Donc je réponds. Notre volonté de réorienter le projet de ZAC de la Croix-Ronde était un axe phare de notre campagne électorale et le reste. Nous avons rencontré l'aménageur en juillet pour une première prise de contact et un état des lieux de l'avancement des différentes phases. Pour une prise de contact et un état des lieux. Et nous le rencontrons à nouveau début octobre. Les modalités de sortie de ce projet seront exposées au fur et à mesure qu'elles seront actées. Pour le moment, les négociations en sont à leur début. Le sous-préfet de Palaiseau, nouvellement nommé, Alexander Grimaud, en est averti et a partagé cette nouvelle orientation. Je vous laisse poser votre deuxième question, Monsieur Blottière. Je vous remercie. La deuxième est liée à la première, finalement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la délibération relative au PLU. Si on arrête l'extension, on construit où maintenant? Donc les 25% de logements sociaux et l'obligation faite dans le programme local de l'habitat, sauf erreur de ma part sur l'acronyme, qui impose donc, comme disait M. Marchot, 200, 300, 400, je ne sais plus, enfin du moins quelques centaines de logements en plus à Épinay-sur-Orge dans les années à venir. Donc voilà, on construit où? C'est la question maintenant. Deuxième question, merci. Sylvie, est-ce que tu veux lire la réponse, s'il te plaît? Concernant ce sujet, la DDT a été approchée et doit nous fournir un état des dispositifs permettant d'une part de répertorier les différents types de logements sociaux et d'autre part de les répartir équitablement dans la commune. Elle doit enfin nous préciser comment elle nous accompagne dans cette démarche. Les logements seront principalement situés dans les 2 OAP, donc les 2 orientations d'aménagement et de programmation du PLU, à savoir dans le secteur gare et le long de la Grande Rue, sur la base de plusieurs programmes immobiliers qui d'ailleurs ont été initiés entre 2018 et 2019 auprès de propriétaires privés d'Épinay. Ils seront également prévus dans le diffus de la commune, dans de petites opérations et pourront être portés par des montages différents, par exemple avec l'appui de l'EPFIF, qui est l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui accompagne les communes dans le portage de terrains destinés à des opérations de logement, par des offices fonciers solidaires qui permettent de réaliser de nouveaux montages qui rentrent dans les catégories éligibles à la loi SRU, mais qui proposent pour autant des programmes en accession à la propriété, et notamment par un montage rendu possible par la loi Élan, qui est le bail réel solidaire, qui est une accession à la propriété avec un démembrement du foncier et qui donne des droits réels, de véritables droits réels de propriétaires sur les murs avec un maintien du foncier, ce qui fait que ça permet d'acquérir des logements à des prix plus accessibles.
ce qui serait une réponse pertinente à Épinay où le foncier est cher et peut décourager parfois certains types d'accédants à la propriété. Merci Sylvie. Je vais juste récupérer les questions. Merci. Alors, question numéro 3 de la liste Union municipale. Je vous laisse l'exposer. Merci Madame le maire. Dernière question sur l'urbanisme. Alors, vous imaginez bien que on va revenir régulièrement sur le sujet. J'ai dit que c'était le cœur du cœur. Ça me paraît évident. Alors, c'est sur un permis de construire, une question un peu pragmatique. Je crois que les riverains vous en ont déjà parlé. Vous avez accordé un permis de construire de 110 logements rue de Grandvaux. On se pose tous question des services publics qui sont accompagnés quand effectivement voilà, on a des logements qui arrivent. Est-ce qu'on pense au coup d'après? Voilà, donc une nouvelle offre de service public devra accompagner l'arrivée de ces nouveaux habitants. Qu'avez-vous prévu? Pardon. Pardon. Alors, jusqu'à présent, aucune offre de service public n'a été envisagée pour accompagner l'arrivée de nouveaux projets immobiliers. Nous attendons le résultat de l'analyse des besoins sociaux qui sera commandée d'ici fin 2020 et qui est une obligation en début de mandat pour déterminer ce qui sera nécessaire à notre commune dans son ensemble, dans sa globalité. Et cela devra être en cohérence avec la marge financière qui sera la nôtre. Ensuite, question numéro 4. Oui, c'est bon, pardon. Excusez-moi. Donc, non. Donc cet été, on débutait dans les rues d'Épinay, les travaux de démontage de l'ancien réseau câblé numéricable. Ces travaux qui avaient été décidés par l'équipe municipale précédente sont une excellente nouvelle, car l'exploitation du réseau numéricable ayant été arrêtée en 2016, les installations non entretenues sont dégradées, présentant à certains endroits des dangerosités pour les riverains. Madame le maire, pouvez-vous nous indiquer la date de fin des travaux, sachant que pour rappel, et sauf erreur de ma part, eu égard au coût élevé, 2 phases de travaux étaient initialement prévues. Voilà, est-ce que vous avez un calendrier Oui, je vais répondre sur ce point. Donc, alors, vous aurez une réponse détaillée. Là, déjà, il n'y a pas plusieurs phases. Il y a une seule phase qui a été c'est même pas une phase. En fait, il y a eu des demandes de travaux qui concernaient 5 rues d'Épinay. Donc, ces travaux ont bien été effectués au mois de juillet et sont aujourd'hui terminés. Une excellente nouvelle. En termes de budget, je ne suis pas sûr, très franchement. Et il y aura sans doute une deuxième, une troisième, une cinquième phase ou une 10e phase. Parce que ça va prendre quelques années. Ce qui n'a pas été anticipé, c'est qu'il y a des adductions à venir récupérer chez les habitants. Ce n'est pas uniquement des câbles en aérien, ce n'est pas uniquement des armoires. Et notre sentiment, c'est de dire les câbles qui sont aujourd'hui en aérien, on profitera d'opérations type tirage de fibres ou autre pour les retirer et pas payer des nacelles systématiquement pour aller chercher un câble parmi 6 ou 7 déjà présents. Donc, excellente nouvelle, je ne suis pas sûr. Il y en a pour 30 000 € uniquement pour la partie aérienne des câbles sur 5 rues. Donc, voilà. Il y aura une concertation pour le phasage des travaux, mais je ne suis pas sûr qu'on continue en tout cas comme ça, parce qu'il y en aurait pour des milliers d'euros, si ce n'est pas plus. Merci Brice. Je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Et Vincent. Bon, j'ajoute qu'effectivement, ce premier train de travaux qui avait été décidé lors du précédent mandat a coûté environ 70 000 €. Il ne s'est pas fait sur une logique d'urgence d'aller chercher les endroits où il y avait vraiment quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu l'axe structurant le plus visible de la commune qui a été ciblé. Ont été retirées une partie des armoires qui sont vétustes, qui sont au sol, qui sont une gêne même pour les usagers des trottoirs. Faut savoir qu'une armoire à retirer, ça coûte environ 500 €.
ça, on va probablement le planifier pour les retirer progressivement, parce que ça, c'est un travail, je dirais, relativement facile, et on peut le phaser. Ça, pour le coup, le nombre est simple. Comme l'a dit Brice, c'est très compliqué d'aller chez tous les propriétaires privés pour retirer, parce que là, il faut contractualiser avec tous les... S'il y a le moindre problème, une nacelle qui accroche ou quoi. Donc ça, c'est vraiment très lourd. Et par contre, on va regarder s'il y a des zones où il y a vraiment une urgence à intervenir. Et là, probablement que lors du prochain marché qui sera passé avec le prestataire qui aujourd'hui est encore Citeos, qui s'occupe de l'éclairage public, s'il y a des endroits spécifiques où il faut vraiment intervenir en urgence, ça sera fait. Et le reste, ça sera probablement à son marché de nous proposer un tarif pour quand il démonte un câble ou qu'il pose un nouveau câble, utiliser la nacelle pour optimiser ses coûts, parce que sinon c'est très lourd. Parce qu'on est loin d'en avoir fait le quart. Donc si on remultiplie cette somme-là par 4 ou 5, je crois que là, on pourra parler de mauvaises nouvelles, puisque on peut discuter du premier train de travaux, mais il n'y a rien qui a été prévu pour la suite. Donc on s'attaque à l'urgence, aux armoires, et à envisager à faire progressivement le reste. Voilà. Merci Vincent. 5e question, et c'est Christiane Martin qui va répondre. Oui, merci messieurs pour les éléments de réponse sur Numéricable. Madame le maire, Madame Martin, on continue sur le sujet santé. Lors de votre campagne, vous avez pris l'engagement d'installer une maison de santé sur la commune. C'est un projet auquel on tient, je tiens. Et dans le contexte sanitaire actuel, justement, les spinoliens attendent des actes rapides, comme moi, non, je plaisante, en la matière. Qu'en est-il aujourd'hui de l'avancement de ce projet pardon. Rapide, parce que vous êtes marathonien. Ouais, c'est ça. Donc effectivement... Micro. J'enlève, oui. Et puis parle dans le micro. Effectivement, élaborer une maison de santé, enfin entreprendre, c'est une vaste entreprise et de longue haleine, en me renseignant auprès de mes collègues et dans un certain nombre de communes. Il faudra bien sûr plusieurs années, malgré l'urgence sanitaire. Ça ne peut pas se faire en urgence. Il faut que les spinoliens, ça peut prendre au minimum 2 ans, voire comme une maison extraordinaire, la Nausée, 5 ans. Donc, je continue à prendre des contacts, bien sûr, avec tous les professionnels de santé d'Épinay. Et je viens de téléphoner, justement, je suis tombée sur la personne, Dr Kenisi, de l'ARS, qui s'occupe spécialement des maisons de santé, donc qui m'a utilement conseillé. Et ça continue. C'est ma préoccupation presque quotidienne. Voilà. Non plus. Voilà. Merci Christiane. Et il y a une dernière question, si je ne m'abuse. Voilà, une 6e question que je vous laisse poser. Tiens. Oui. La 6e question, vous l'avez, c'était sur l'audit sur les finances de la ville. Vous en avez parlé en préalable au conseil municipal. On peut la retirer. On a eu une réunion hier qui a été fructueuse. On a eu les éléments, effectivement, avec une gestion précédente saine, rigoureuse, raisonnable. Tout a été dit. En préambule, vous avez communiqué sur le sujet, dont acte. Je peux passer sauf si... des éléments. Je peux passer à l'autre question. Voilà. Ah, Madame Castin, pardon. Si tu me donnes la parole. Ah, bah oui, alors je vous pose la question, Madame Castin. Oui, je pose. Madame Castin, c'est vrai que vous avez. l'audit, même si le mot ne vous plaît pas, bon. L'audit financier a été présenté hier aux membres du conseil municipal. Nous ferons une information aux spinoliens, c'était aussi la 2e partie de la question, sur le site et dans l'écho, donc là, un vient d'être distribué ou est en cours de distribution. Dans l'écho suivant, qui sera qu'en début d'année prochaine, il y aura un article de fond
donc qui présentera ce qu'on a vu hier, à la fois le bilan des 5 dernières années et les perspectives. Voilà. Merci. Oui, au mois de janvier, pas avant le mois de janvier. Il faudra être patient. Merci Laurence. Voilà. Ah ben non, il y en a 7. Il y en avait combien au total? 8. Ah ouais, ça peut même au compte. Ah d'accord. Bon. Alors, je vous laisse la parole, Monsieur Blottière. Avant-dernière question, Madame le maire, c'est des remontées de terrain, il y a aussi dans ces questions-là. Donc Madame le maire, des travaux d'aménagement de la voirie rue de la division Leclerc ont été décidés par l'ancienne majorité municipale. Alors pour faire simple, pour le réaliser, le syndicat des copropriétaires de... Ah oui, ces travaux consistaient en quoi? À l'aménagement d'un nouveau trottoir le long de la résidence des Sablons. Pour le réaliser, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a cédé une parcelle à la commune, en contrepartie de laquelle la ville s'était engagée à clôturer une partie de la copropriété. On avait une opération donnant-donnant qui était, à notre sens, favorable aux deux parties. Aujourd'hui, le conseil syndical semble s'inquiéter d'un certain statu quo, voire d'une remise en cause de cet engagement. Pourriez-vous communiquer sur la suite que vous entendez donner à ces travaux, Madame le maire? Merci. L'ancienne municipalité s'est en effet engagée à procéder à la rétrocession à l'euro symbolique d'une partie du foncier appartenant à la copropriété de la résidence des Sablons. Donc ce n'est pas quelque chose qui est fait, mais c'était un projet. La négociation dégage un coût pour la commune estimé à 12 000 € de construction d'une clôture et à 120 000 € de réfection d'une voirie pour agrandir le parking et rendre ainsi l'espace gagné aux piétons. L'ancienne municipalité a juste oublié de prévoir le coût de prestation du géomètre et les frais de notaire correspondants. Je m'interroge sur la motivation de l'intérêt général de cette décision. En effet, d'une part, il existe un trottoir tout à fait carrossable de l'autre côté de la chaussée, dans la rue de la Division Leclerc, et d'autre part, les riverains proposent que la Division Leclerc soit placée en sens unique, ce qui permettrait par exemple de positionner les places de stationnement le long du trottoir de la chaussée plutôt par un marquage au sol qui serait bien moins onéreux et de rendre le trottoir aux piétons sans avoir à dépenser une telle somme, donc sans avoir à procéder à la rétrocession. Pour l'heure, rien n'est tranché et je réserve ma décision, car je ne vois pas en quoi cette opération est favorable à la commune. Question numéro 8. Question numéro 8. Alors, un autre sujet, on a le sujet aménagement du territoire, mais il y a quand même un sujet qui préoccupe aussi les gens, c'est la sécurité. On a de nombreux spinoliens s'inquiètent à raison de la recrudescence d'incivilités, des petites incivilités, mais ça peut aller jusqu'au délit, dont ils sont témoins ou victimes. Que proposez-vous en matière de sécurité? Quel sens entendez-vous donner à votre mandat en la matière? Comptez-vous, par exemple, augmenter les effectifs de la police municipale? Sachant qu'on a vu dans un contexte où je crois qu'il y a une mutation de votre équipe de police municipale, comptez-vous augmenter les amplitudes horaires éventuellement de la police municipale pour permettre à une présence policière plus longue sur la commune, notamment en soirée, je pense aux abords de la gare, qui ne serait peut-être pas complètement inutile. Voilà. En effet, un recrutement est en cours pour remplacer la mutation de l'un des agents communaux qui est parti dans une autre commune. La modification de l'amplitude horaire est une piste, en effet, ainsi qu'une réflexion sur les champs d'action dévolus aux policiers municipaux. La police nationale se déplace régulièrement sur notre commune, à notre demande et à celle des spinoliens qui composent le 17, mais le nombre d'actes d'incivilité est tel que leurs effectifs surtout leur rotation ne sont pas suffisantes. Pour compliquer les choses, le secteur couvert par le commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois vient de fusionner avec celui d'Arpajon, avec seulement 3 nouveaux effectifs supplémentaires sur les 120 existants. Néanmoins, je vais communiquer prochainement sur ce point délicat lorsque les mesures préconisées par Madame la commissaire seront mises en œuvre sur notre commune. Et il y a des pistes, il y a des solutions qui existent. Il faut juste qu'on travaille dessus et voilà, c'est à l'état de réflexion et voilà, ça prend du temps également. Bien, on n'a rien oublié. On a fait le tour de tous les points. Madame Badouix-Vergne. Oui, ça marche. Oui, merci. On avait une petite question. Les spinoliens sont interrogatifs sur l'apparition du guide municipal et du guide des assos. Est-ce que vous avez une date de parution? Est-ce que cette année, ils verront le jour ou est-ce qu'on garde celui de l'année dernière?
Ensuite, on aurait souhaité, dans ce premier conseil, avoir une communication sur la rentrée scolaire. Est-ce que c'est possible d'avoir une communication, savoir comment ça s'est passé, les effectifs et tout ça, le nombre d'enseignants? Voilà les deux principales questions. Alors, pour ce qui est de la communication sur la rentrée scolaire, j'y aurais répondu volontiers si vous aviez déposé une question écrite dans les délais, ce qui sera fait pour le prochain conseil municipal sans problème. Pour ce qui est des guides, ils sont en cours de finalisation du guide. Et puis, c'était quoi l'autre? Ils sont en cours de rédaction. Ou de relecture, merci. Bien, je déclare ce conseil municipal clos, terminé. Je vous remercie pour votre participation. Merci à Cécile Verneau et Sandrine Donte pour leur soutien. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde et je vous dis à bientôt. Au revoir.